avant de commencer ma présentation, j'aimerais aussi prendre l'occasion de, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant, de remercier mes collègues du CENTI et puis aussi l'Université Paris quand même, de m'accueillir à titre de professeur invité, plus particulièrement Fabien, grâce à qui je ne serais pas là, moi. Parce que finalement, il y a tellement de paperasse à remplir, il y a tellement de choses, de méandres et tout ça, que finalement, c'est grâce à lui que les choses ont pu se faire. Puis évidemment, comme je l'ai dit, j'ai très grand plaisir à co-animer avec lui ce cycle de séminaire, d'autant que ça nous oblige à retravailler certains auteurs et puis à écrire, évidemment, des présentations comme celle que je vais vous offrir aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, je dirais qu'il est toujours passablement ambitieux, voire périlleux, de vouloir en si peu de temps retracer le parcours intellectuel d'une personne. En l'occurrence ici, Armand Matlar, et faire état de la pensée dont l'élaboration s'est échelonnée tout de même, il faut le rappeler, sur plus de 5 décennies, et dans des aires sociopolitiques et géographiques diverses, qu'on ne connaît pas toujours très bien. Je ne pourrais non plus revenir sur toutes ces publications, alors que sa bibliographie affiche plus d'une quarantaine de livres publiés principalement en espagnol, français et anglais, et dont nombreux ont été traduits dans de multiples langues. Bon, je ne pourrais pas tout dire. Évidemment, ça peut frustrer, ça me frustre moi-même, ça peut frustrer aussi les collègues qui voudraient en savoir plus, ni expliquer et non plus éclairer toutes les ondes de sa réflexion. En fait, mon objectif premier serait plutôt de partager avec vous cet intérêt pour la lecture de ces ouvrages. Et si jamais ça ne pouvait que faire cela, mon objectif serait vraiment bien rempli, donc j'apprécierais. D'ailleurs, j'ai moi-même fait le constat que l'on comprend mieux son programme de recherche, et sans échelonner évidemment sur autant d'années, si on ne s'arrête qu'à un seul bouquin. Et effectivement, parfois, on a tendance à dire « Ah oui, je veux lire ce bouquin de Matlar, etc. » Mais il est toujours intéressant de comprendre quand même dans le programme de recherche qui s'est donné très longtemps. Et c'est un peu ce qu'on va tenter de faire un petit peu aujourd'hui. Par ailleurs, je dirais qu'il s'agit d'une première pour moi. En fait, vous avez l'exclusivité parce que finalement, je n'ai jamais présenté les travaux de Matlar dans un séminaire. C'est peut-être étrange, malgré cette contribution à l'exercice de mémoire que constituent ces entretiens que j'ai réalisés avec lui, qui sont réunis dans ce livre, Pour un regard montre, publié à la Découverte en 2010, dont il y a peu de temps, finalement, il y a une édition espagnole qui maintenant paraît chez J'ai dit ça. En ce moment, c'est ça. C'est sorti, je pense, dernièrement. Donc, vous pouvez aller pour les gens qui lisent, évidemment, qui sont de langue espagnole, vont pouvoir retrouver ce bouquin assez facilement. Donc, mon propos se divisera en 3 parties. C'est un peu classique, mais ça me permet de placer les choses et qu'on puisse s'y retrouver chacun. En premier lieu, je ferai un retour sur quelques grandes lignes biographiques d'Armand Matlar afin de dresser un certain nombre de balises spatio-temporelles permettant par la suite de contextualiser et périodiser son parcours. Ensuite, dans un second temps, je reviendrai sur une cartographie contextuelle, en fait, afin de situer les différents types de travaux produits par Armand Matlar et en présenter quelques ouvrages charnières. Évidemment, je ne ferai pas nécessairement en profondeur, je vais surfer, comme on dit, mais en tentant quand même de vous donner suffisamment d'indices pour comprendre la démarche. En fait, dans un troisième temps, si j'en ai finalement l'occasion, parce que le temps vous filera certainement, je reviendrai plus spécialement et brièvement sur 2 ouvrages, peut-être moins connus, parce que difficilement trouvables. En fait, ce sont ces 2 bouquins-là. Et Mass Média, Idéologie, Mouvement révolutionnaire, chez Lee de 1970 à 1973, et Multinational, les systèmes de communication, les appareils idéologiques de l'impérialisme. De toute façon, je donnerai un peu plus les références quand on y arrivera. Ça permettra pour... On peut peut-être les faire passer. Étant donné que c'est des reliques, d'accord, ok. J'aimerais mieux que les gens le regardent tantôt. Parce que c'est, comme je dis, ils sont suffisamment trouvables. Je ne voudrais pas qu'ils soient trop... Excusez-moi, je suis peut-être un fétichisme du livre, mais dans ces occasions-là, je pense que c'est mon âme d'archiviste qui parle. Je veux éventuellement déléguer à mon université. Bon. Alors donc, première partie.
D'abord, qui est Armand Matelard? Finalement, beaucoup ignorent en France qu'Armand Matelard est toujours belge, parce qu'il a conservé sa nationalité. En Belgique, peu savent qu'il n'est pas français. Aux États-Unis, ils sont nombreux à continuer à penser qu'il est un exilé chilien. Donc, en fait, Matelard est né en 1936 à Jodoigne, petite ville de Belgique. Son enfance est nul doute marquée par la Seconde Guerre mondiale, alors que son pays d'origine, bien que resté neutre contrairement à la France et l'Angleterre, vit sous l'occupation allemande. La région où il habite sera libérée en septembre 1944 par les forces armées des États-Unis, dont il découvrait la face cachée de la puissance des décennies plus tard, une fois installé en Amérique latine. Et sa période de formation scolaire est tout autant marquée par les mouvements de la jeunesse catholique, celle-ci étant de plus en plus préoccupée par la misère du monde. À ce sujet, Matelard dira que le facteur le plus déterminant dans la construction de son imaginaire hors frontières fut sa participation à partir de l'année scolaire 51-52 à la troupe des scouts de son collège. Pour lui, c'est loin d'être une simple anecdote de jeunesse. Être scout, dit-il, ne se résumait pas à faire des randonnées, des camps ou des veillées. L'idéaliste portait ses mouvements de jeunesse. C'est là que se faisait l'expérience de la solidarité et que se formait une forme de conscience sociale, la sensibilité à la misère du monde. Et celle-ci était toute proche, car cette période coïncidait avec la difficile reconstruction de l'après-guerre. La reconstruction d'Europe va en effet s'échelonner sur une période allant de 1946 à 1954, une période marquée par la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Cette réalité a déterminé l'orientation sociale du scoutisme, tel que je l'ai connu et pratiqué, et j'en suis donc le produit, dit-il. Comme il le souligne lui-même, il s'agit d'un milieu naturel à l'époque, évidemment sans comparaison avec aujourd'hui. D'ailleurs, n'est-ce pas à cette même période que dans plusieurs pays occidentaux, l'action catholique tend à se laïciser et à sortir des frontières nationales. Le philosophe italien Antonio Gramsci disait avec raison dans les années 30 que le type de formation ou réseaux internationaux issus par exemple de la religion constituait en fait de véritables intellectuels organiques à projection internationale et qu'il servait de passerelle dans les circulations des idées et des idéologies. Et le scoutisme, à ce moment-là, faisait partie de ces réseaux. Ayant baigné dans un tel bouillon de culture d'engagement informé par le christianisme social, on ne sera guère surpris qu'à la fin de ses études préuniversitaires, Matelard voyage vers la Bretagne française dans le but de partager la vie d'une communauté de moines séculaires. Il a alors tout juste 20 ans. J'ai déjà échangé avec lui sur cette époque et sur la similitude qu'il y avait entre des gens de sa génération ayant vécu en Belgique, oui, au Québec, comme ailleurs de par le monde, cette même influence des mouvements de jeunesse, sous certains aspects assez progressifs et ouverts sur des problèmes du monde, et de cet humanisme nourri aux sources de valeurs chrétiennes comme lieu d'apprentissage de l'idée de responsabilité sociale. D'ailleurs, John Dunning, un chercheur d'origine britannique travaillant principalement sur les médias alternatifs et les mouvements sociaux, qui est à la fois ami et collègue, à qui j'avais offert le bouquin, parce qu'il était de passage à Montréal, m'a tout de suite réécrit, me disant qu'il s'y reconnaissait, ou il reconnaissait une partie de son propre parcours et de celui de collègues de sa propre génération. Toutefois, un an plus tard, donc Matelard il est toujours en Bretagne, mais un an plus tard, se rendant à l'évidence qu'il n'a pas la vocation d'un contemplatif, quitte la fraternité des petits frères de Jésus, qu'elle s'appelait, cette communauté, donc les petits frères de Foucault, pour ceux qui se remettent un peu dans la période. Et donc, il retourne en Belgique pour entreprendre des études en droit à l'Université catholique de Louvain. Une fois son doctorat obtenu en 1960, rappelons-le, l'année même où le Congo, colonie belge à l'époque, devient indépendant, il se dirige vers Paris, une halte décisive tant pour l'orientation de son parcours intellectuel que pour sa vie personnelle. Son choix de spécialité postdoctorale s'avérera un choix éminemment géopolitique. La question du développement et du tiers-monde est alors à l'ordre du jour. En France, de 1960 à 1962, ce sont des années charnières dans la mise en visibilité des objets d'étude, développement et tiers-monde. Elles le sont aussi au niveau des organisations internationales. Ce n'est pas pour rien que l'UNESCO et les Nations Unies décident de placer la décennie de 1960 sous le signe du développement.
comme si c'était une réponse aussi à tout le processus de décolonisation qui s'était enclenché. Matelas s'inscrit donc à l'Institut de démographie de l'Université de Paris, donc Panthéon-Sorbonne, rattaché à la faculté de droit qui avait été créée avec l'appui d'Alfred Sauvy, celui-là même qui avait lancé en 1952 la notion de tiers-monde, en référence au tiers-État, c'est sans voix sous l'Ancien Régime. C'est la période où le géographe Yves Lacoste, pionnier de l'École française de géopolitique, publie en 1959 son ouvrage sur les pays sous-développés, ou en 1960, où deux revues voient le jour, Tiers-Monde, édité par l'Institut des études de développement économique et social, rattaché à la Sorbonne et à la création duquel a contribué l'économiste François Pérou, et l'autre revue, Développement et civilisation, édité par l'Institut international de formation et de recherche en vue du développement harmonisé, institution para-universitaire fondée 4 ans auparavant à l'initiative du père dominicain Louis-Joseph Lebray, qui, comme Pérou, sont issus du groupe de réflexion économie humaniste créé en 1941 et berceau de nombreux chercheurs en sciences sociales de la mouvance chrétienne. D'ailleurs, Rivière, la dernière fois, nous a parlé un peu de ce groupe économique humaniste. Ce passage par la démographie est particulièrement déterminant pour le développement des fondements même de ses futures recherches, en démographie bien sûr, mais aussi sur la culture et la communication, car Matelas y découvre d'abord le caractère interdisciplinaire de la formation, puis évidemment la richesse de la perspective d'analyse internationale. Il dira à ce sujet, et je le cite, « Cette formation en démographie a représenté pour moi la première expérience de la pluridisciplinarité, un apprentissage au croisement des regards qui s'avérera important lorsque plus tard je changerai de champ d'études et serai confronté à la pluridisciplinarité des abordages de l'information et de la communication. » La référence de Matelas à cette pluridisciplinarité reviendra souvent dans sa manière d'envisager les sciences de l'information et de la communication comme une interdiscipline et les modalités de son enseignement. Alors donc, moi, je l'ai toujours entendu justement lorsqu'on discutait les programmes d'études en communication, qui revenaient effectivement sur cet aspect-là, avec des modalités évidemment qui ne sont peut-être pas celles qu'on retrouve à l'heure actuelle dans l'enseignement des sciences de l'information et de la communication. Et ça, c'est un autre élément. Donc, l'autre aspect, la perspective internationale, s'impose déjà pour lui comme la nécessité de développer un regard monde. Évidemment, il ajoute à ce sujet, et je cite, « Mes études de démographie allaient me permettre de vivre 2 ans dans un milieu où naturellement le monde était un horizon commun, au travers des questions de population et des problèmes du développement et du sous-développement. C'est aussi l'approfondissement de la conscience de ce que sont les rapports inégaux. » Contrairement à ce qu'il avait vécu à la faculté de droit de Louvain, où la population étudiante était majoritairement masculine, avec très peu de femmes et encore moins d'étrangers, le groupe d'étudiants auquel il appartient à l'Institut de démographie était d'origines diverses. Plus du tiers venait de pays étrangers, Iran, Pakistan, Gabon, Cambodge, Amérique latine, nombreux. Il était aussi de formations tout aussi variées, de la sociologie à la médecine. Donc, les gens venaient déjà avec une discipline dans une interdiscipline. Par ailleurs, sur un plan plus personnel, il fera la connaissance à la Cité universitaire internationale de Michel Henry, qui deviendra sa compagne de vie, sa complice intellectuelle, avec qui il signera d'ailleurs bon nombre d'ouvrages. Bien que réservé sur sa vie personnelle, et ça je sais, il me confiera à propos de sa compagne que, moins marquée que lui par son éducation religieuse, elle participait des valeurs républicaines et laïques qui ont fondé le système scolaire en France. Et surtout, je cite, « Elle vibrait avec une culture politique assumée par le mouvement étudiant mobilisé en faveur de l'émancipation de l'Algérie. Elle a donc joué le rôle de passeur dans la construction de ma conscience politique. L'expérience de vécu partagé au Chili fera le reste. » Donc, on voit quand même que l'importance de cette rencontre, qui n'était pas seulement une rencontre amoureuse, mais aussi intellectuelle, et on pourrait mettre 3 petits points, et politique, à la rigueur. C'est aussi à la Cité universitaire internationale, sorte de microcosme politique, qu'il rencontre également de nombreux étudiants d'Amérique latine, avec lesquels il apprend l'espagnol, c'est déjà important, et tisse des liens qui l'aideront pour la suite à prospecter auprès de l'université latino-américaine pour y trouver un point de chute professionnel. En septembre 1962, à l'âge donc de 27 ans, il est engagé en tant que démographe à l'Université catholique pontificale de Santiago, au Chili.
L'école de sociologie venait alors de se mettre en place et son directeur, Roger Wickemans, un jésuite de nationalité belge, cherchait un démographe pour compléter l'équipe d'enseignants-chercheurs où travaillaient déjà 4 sociologues issus récemment de l'Université de Louvain. C'était la Belgium Connection déjà, j'ai l'impression. C'était assez particulier quand même. Il n'y avait pas nécessairement de Français là. Le Chili est une destination qui est choisie pour sa stabilité politique et sa structure académique. Donc, après avoir pris conseil auprès du prêtre et sociologue belge François Houtard, particulièrement connu maintenant pour son engagement intermondialiste dans les années 90, cofondateur d'ailleurs du Forum social mondial de Porto Alegre, ainsi qu'auprès du géographe Pierre Monbec, qui avait fondé en 1957 l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de la Sorbonne, et fait partie dans les années 30 de la mission universitaire française au Brésil pour la mise en place de la faculté de philosophie, sciences et lettres de l'Université de Sao Paulo, avec des gens comme Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide et l'historien Fernand Braudel. Santiago était alors une plaque tournante de la recherche en Amérique latine, où il était installé les institutions des Nations Unies, dont entre autres la Commission économique pour l'Amérique latine. Matlar fera du Chili son pays d'adoption, il fondera sa famille, il y restera 11 ans. Son premier contrat à l'école de sociologie de l'Université catholique de Santiago est un poste de visiting professor pour une période de 3 ans, financé par la Fondation Rockefeller. Après cette période, il devait rejoindre le corps professoral permanent. Il arrive à un moment où le débat sur le déséquilibre entre la croissance de l'économie et celle de la population bat son plein dans les grandes organisations internationales. Les politiques d'assistance du gouvernement des États-Unis érigent le contrôle des essences en enjeu géostratégique. Sur le terrain, ce qui interpelle le jeune démographe qu'il est, ce sont les stratégies médiatiques mises en place par les experts états-uniens en vue de persuader les femmes des classes populaires d'utiliser les méthodes contraceptives. Ce qu'il découvre, ce sont les effets de réalité d'une sociologie diffusionniste des innovations qui ferait avec les méthodes du marketing. Cette conception marchande des médias et de la culture de masse est aux antipodes de sa vision encore ancrée dans l'idée de service public. Les échanges intellectuels avec ses collègues chiliens, pour la plupart formés aux États-Unis, ont été importants pour lui, dans la mesure où cela lui donnera l'occasion de mieux connaître les auteurs classiques de la sociologie et de la psychosociologie enseignés dans les universités américaines. En particulier, il découvre les Studies in Human Ecology, une école de pensée pionnière dans les études sociodémographiques, alors relativement peu connue dans le milieu des démographes européens. Robert Exard Park, par exemple, le précurseur de cette écologie humaine et créateur de l'appellation, avait d'ailleurs intégré dès les années 20 la circulation des journaux et les moyens de transport dans son anatomie sociodémographique des communautés urbaines et suburbaines. Mais c'est aussi là que Matlar prend connaissance et se rebelle contre les stratégies de planification familiale mises en application par des fondations comme les fondations Ford ou Rockefeller, en développant une réflexion critique sur les stratégies de communication mises en œuvre pour diffuser l'innovation dans une perspective néocolonialiste. Ça devient intéressant. C'est précisément depuis une réflexion sur le fonctionnement des médias que s'opère son virage des études démographiques vers les études de la communication. On est alors en 1967, en pleine période de branle-bas sur les campus de la planète et des protestations contre la guerre du Vietnam. Les étudiants de la catholique, comme on l'appelle, occupent le siège central. La première de ces études sur les médias portera justement sur le traitement fait de cet événement par le El Mercurio, le journal conservateur le plus influent du pays, et un des piliers du pouvoir de la droite au pays, au Chili, qui jouera un rôle crucial d'ailleurs dans l'opposition au gouvernement Allende de 1970 à 1973. Toujours au sein de l'Université catholique du Chili, il prend part à la fondation du Centre d'études de la réalité nationale, avec l'agronome Jacques Chonchon, qui sera ministre de l'Agriculture de 1970 à 1972 sous le gouvernement Allende. Il prend en charge la responsabilité d'une équipe de recherche sur les communications de masse à partir de septembre 1968. Cette réorientation de l'objet et du champ d'étude va de pair avec le glissement vers une perspective nourrie par les approches ancrées dans le matérialisme culturel. L'élection du président Allende en 1970 change la donne, pourtant, et il ne s'agit plus de décortiquer les discours de la presse conservatrice. Durant les 3 années de l'Université populaire, qui est, rappelons-le, une alliance entre les partis socialistes et communistes avec les fractions dissidentes de la démocratie chrétienne et du Parti radical,
qui formera le gouvernement entre novembre de 1970 jusqu'au 11 septembre 1973, date du coup d'État, Armand Matlar, finalement, participera de près au projet de réforme des médias et au développement de politiques de communication. Et s'engage aussi dans les nombreuses polémiques et controverses que la question médiatique suscite et s'intéresse de près aux pratiques de démocratisation des médias. En effet, durant cette période, il travaille à la maison d'édition de l'État Kitmantu, qui, en langue mapuche, signifie soleil du savoir. En tant que responsable du groupe d'évaluation de la réception des nouvelles publications, magazines d'actualité, revues féminines, revues pour les enfants ou les adolescents, etc. À partir d'octobre 1972, date de la grève des camionneurs, point d'orgue de l'offensive générale d'opposition qui paralyse le pays et à laquelle répond une forte mobilisation populaire, il se retrouve surtout immergé dans les nouvelles formes d'organisation de démocratie directe, les cordons industriels. Son travail consiste à discuter avec les travailleurs des usines situé à la ceinture de Santiago à propos des organes de presse qu'ils viennent de créer. Par ailleurs, il participe au débat sur les politiques de communication et tente de répondre à la fameuse question « Que faire avec les médias ?» C'est dans cette mouvance que prennent corps ces interrogations sur le rapport entre savoir et pouvoir en théorie pratique. Les enjeux de la communication tels qu'ils se présentaient alors supposaient l'analyse des stratégies des médias hégémoniques en l'encontre des réformes inaugurées par le gouvernement de l'unité populaire, la formulation des politiques publiques de communication, la construction de médias en face avec la construction d'un pouvoir populaire. C'est aussi dans ce contexte de polarisation sociale et politique qu'il découvre les impensés de la gauche sur la dimension communicationnelle des stratégies de changement. Aspect qu'il traitera d'ailleurs plus spécifiquement dans son ouvrage « Mass Media, idéologie, mouvement révolutionnaire », celui-ci. On va y revenir. Expulsé par la dictature du général Pinochet, il se retrouve en France en octobre 1973. Et c'est peu dire que l'expérience chilienne aura marqué de manière déterminante sa pensée et sa vie. Dès lors, son exil en France commencera. Il a 37 ans. Au moment du coup d'État chilien, il n'a jamais, ou presque, publié en français. Comme quoi son véritable milieu d'intervention politique et scientifique était devenu naturellement l'Amérique latine. Lui et sa famille devront faire en quelque sorte le deuil de cette aventure sociale brutalement interrompue. Pendant les quelques premières années qui suivent cet exil forcé, il est largement sollicité pour faire état de ce passage à la dictature d'un pays où pourtant jusque-là les gouvernements avaient été démocratiquement élus et qui avaient connu l'espoir d'une société plus juste et égalitaire. Par ailleurs, il doit faire face aux diverses embûches que dresse la réinsertion de lui et sa famille dans cette nouvelle société d'accueil. Parmi les bilans qu'il fera du drame chilien, on retrouve un long-métrage documentaire titré « La Spirale », sorti en 1976, qui réalise en compagnie de Jacqueline Mépiel et Valérie Mayou, toutes deux du groupe Slan Iskra, qu'avait créé Chris Marker en 1971. Matlar consacrera près de 2 années de recherche à ce film. Pour en savoir plus sur le film et les circonstances de la production, je vous invite à lire l'entretien que Carman a eu avec Didier Bigot dans Culture et Conflit. Je pourrais vous donner une entrevue très intéressante. Ça permet de contextualiser à la fois le propos, mais aussi les conditions de production les circonstances de production de ce film. Durant les 10 années comprises entre 1973 et 1983, son travail intellectuel est à l'image de cette intégration au tissu social et scientifique français et européen, où il alterne des périodes de chômage avec des contrats annuels d'enseignants universitaires associés à titre d'étrangers, des expertises ou recherches pour des organismes internationaux ou encore des gouvernements, et puis des séminaires dans des centres universitaires à l'extérieur du pays, majoritairement, on va s'en dire, on comprendra, en Amérique latine. Dans sa production de l'époque, on peut d'ailleurs déceler divers types d'ouvrages. Certains sont en résonance et ont comme fil rouge le laboratoire chilien qui, à l'instar du film La Spirale, font le point ou prolongent la réflexion critique entreprise alors dans le contexte latino-américain. C'est le cas de Mass Media, idéologie, mouvement révolutionnaire, paru chez Anthropos en 1974, de Multinational et systèmes de communication, publié aussi chez Anthropos en 1976, puis le célèbre Donald l'imposteur ou l'impérialiste raconté aux enfants, écrit avec Ariel Dorfman, édité chez Alain Moreau également en 1976.
Ce cycle se termine en quelque sorte avec de l'usage des médias en temps de crise et nouveau profil des industries de la culture aux éditions Alain Moreau, publié en 1979, écrit celui-là avec sa compagne Michel Matelas. D'autres travaux sont plus directement reliés aux différentes missions, commissions, groupes de travail ou recherches commanditées dont il assumera la responsabilité partagée. C'est le cas de Télévision Enjeux sans frontières, un rapport sollicité par le ministère de la communauté francophone de Belgique qui a réalisé avec Jean-Marie Pierre en 1980, l'ordinateur Le Tiers-Monde, rapport pour le Centre de recherche pour le développement international du Canada, le CRDI, publié en 1982 avec son ami de longue date, l'Argentin Hector Schmuckler. Puis il y a Transnational and the Struggle for Culture pour le Centre sur les sociétés transnationales de l'ONU, réalisé en solo en 1983, ou enfin, pour finir, La culture contre la démocratie pour le ministère français de la Culture, produit avec Michel Matelas et Thierry Delcourt en 1984. On pourrait également y ajouter dans cette catégorie d'ouvrages le rapport qu'il produit entre-temps en 1982 avec Yves Tourdzé, à l'occasion d'une mission qu'il co-préside avec lui, à la demande du ministre de la Recherche et de la Technologie, Jean-Pierre Chevènement, et qui aura pour titre Technologie, Culture et Communication, publié à la documentation française. Il dira à propos de cette période de précarité et de nomadisme forcé, et je cite, « Je ne regrette pas cette période nomade où j'ai rédigé seul ou avec d'autres des rapports trop souvent sans lendemain. Elle m'a permis de parler et de discuter avec une multiplicité de gens avec qui jamais je n'aurais eu l'occasion d'échanger. Mais j'ai aussi pris la mesure de la pesanteur de la bureaucratie étatique, ainsi que des hiérarchies, des cloisonnements spécifiques à la configuration culturelle et intellectuelle française. Citons pêle-mêle la préséance du regard philosophique et littéraire, la rigidité des frontières disciplinaires, la polarisation des écoles sociologiques bien établies, la valeur du sentiment d'appartenance à un grand corps pour ceux qui ont fait les grandes écoles et le culte du statut. J'ai d'autant plus été sensible à ces éléments que je me suis retrouvé dans l'obligation de m'interroger sur la légitimité de la construction d'un nouveau champ scientifique interdisciplinaire sur des objets longtemps laissés en jachère par les sciences sociales en France. En revanche, sous l'apparente diversité des études réalisées au cours de cette période, se profile d'une seule et même préoccupation qui ne m'a jamais quitté, les politiques de communication et de la culture, a fortiori dans une période où s'amorcent les logiques de déréglementation et de privatisation. Le type de recherche que l'on fait est donc aussi le fruit de conditions de production. Et sa trajectoire erratique a fait qu'il a dû slalomer pour maintenir une ligne de problématiques personnelles qui à la fois répondent à la demande des commanditaires tout en continuant à penser et écrire pour son propre compte et conserver un regard critique. Cette période est certes marquée par des ouvrages qui sont le produit de recherche qu'on serait tenté de classer dans la recherche administrative, même si finalement elles réussissent à en détourner l'esprit et le but premier. Fin 1983, Armand Matelas devient professeur titulaire en sciences d'information et de la communication à l'Université de Rennes 2. Il sera directeur du département Infocom et mettra en place la formation doctorale et le centre d'études et de recherche sur la communication et l'internationalisation. Comptant désormais sur une base institutionnelle pérenne pour développer ses travaux, Matelas renoue avec des interrogations épistémologiques et historiques. Il s'investit autant dans la création et la consolidation de programmes d'enseignement que dans l'élaboration d'un programme de recherche personnelle axé sur l'approche généalogique et géopolitique de l'histoire de la communication au monde, une notion qu'il forge en s'inspirant du temps-monde de Fernand Braudel, afin de traduire la complexité et l'imbrication de ces deux dimensions. Il restera 14 ans à Rennes. En 1997, il rejoint l'Université de Paris 8, ici, où il met en place le Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation, donc le CEMTI, dont Fabien Grandjean en est maintenant le directeur. Dans ses publications et interventions scientifiques, Matelas poursuit durant ces années les pistes qu'il a lui-même tracées dès le début de sa carrière. Il intervient sur des sujets particuliers, mais qui ont certainement en commun d'avoir des dimensions politiques, économiques et idéologiques, semblables sinon très rapprochées en termes de médias de masse, comme par exemple la publicité ou la production audiovisuelle. Il continue aussi ses travaux avec Michel Matelas sur les bouleversements de paradigme en train de s'opérer dans le champ d'études de la communication, comme dans l'ouvrage « Penser les médias ». Les auteurs, d'ailleurs, s'interrogent dans ce livre sur les glissements des problématiques communicationnelles du paradigme du mécanique vers le paradigme du fluide, c'est-à-dire la postlinéarité, le réseau, la subjectivité, l'intersubjectivité et le retour au sujet, les procédures de consommation, les médiations et le pouvoir négocié.
Changement de paradigme qui questionne la tendance à ne considérer que les structures, les invariants, les macro-sujets, au détriment de la multiplicité des interactions, des transactions, les regards depuis les cultures, les vécus et la quotidienneté. Ils font état de ce basculement tout en soulignant évidemment les avancées de ce bouleversement, mais ils empruntent aussi l'ambivalence et les ambiguïtés. Au constat d'amnésie, Maslar oppose la dialectique de la longue durée, apprise de Fernand Braudel et de son temps-monde et son économie-monde, pour en parler tantôt, afin de retracer la dynamique du système capitaliste, la construction des hégémonies, la formation des inégalités du monde qui se matérialisent dans les réseaux de communication. Il s'engage aussi plus intensivement dans l'approfondissement généalogique et géopolitique des origines et l'évolution des idées, courants et concepts, dont le résultat est la communication comme elle est pensée et pratiquée aujourd'hui. Ce travail généalogique se retrouve plus particulièrement dans 3 ouvrages. La communication monde, publié en 92, l'invention de la communication, publié en 94, et Histoire de l'utopie planétaire, datant de 1999. Réagissant face aux analyses qui conçoivent que le mouvement vers l'unification mondiale ne remonterait à pas plus de 2 ou 3 décennies, et surtout compris sur le terme globalisation, il ouvre alors un champ d'interrogation sur la généalogie, non seulement des dispositifs, mais aussi des outils conceptuels qui servent à les rendre intelligibles. S'il y a une caractéristique non négligeable de sa production, c'est bien ce outil pédagogique qu'il a développé dans des publications dédiées plus spécifiquement au monde académique, ce qui constitue en soi une manière de poursuivre sa démarche critique vis-à-vis de la communication, certes, mais aussi vis-à-vis des modalités de son enseignement et de sa diffusion. Cette dimension est en filigrane dans l'ensemble de ses publications, si on regarde bien, mais elle apparaît plus clairement dans ses ouvrages écrits, semble-t-il, pour intervenir plus spécifiquement sur la formation des nouvelles générations de chercheurs et de professionnels de communication. Songeons ici à des textes plus courts, la mondialisation de la communication, la société de l'information, la diversité culturelle, ou encore à cette histoire des théories de la communication écrite avec Michel Maslar. Bien qu'ayant pris sa retraite à titre de professeur titulaire à l'Université Paris 8, il n'en demeure pas moins actif. S'il poursuit ainsi son travail de pédagogue, c'est que celui-là correspond à une qualité intrinsèque de l'enseignant-chercheur qu'il est resté, et explique l'importance qu'il accorde à ce rôle en particulier si on s'attarde à sa manière de concevoir l'articulation entre démarche scientifique et engagement citoyen. Rappelons à ce titre qu'il a été nommé notamment à la présidence de l'Observatoire français des médias dès sa création. Dans le contexte actuel d'une mondialisation plus étendue et accélérée, alors que se multiplient les rencontres internationales sur les enjeux de la communication planétaire et de ses rapports avec l'état de la démocratie, les ouvrages, on peut le dire, historiques et géopolitiques d'Armand Matlar, consacrés plus spécifiquement aux acteurs et stratégies de ce mouvement de fond des sociétés contemporaines, font référence. Ils démontrent de manière tangible qu'il est possible et même souhaitable de conjuguer dans un même élan histoire et présent, pratique et théorie, locale et supranationale. C'est selon lui le défi que doit relever tout projet de construction d'une histoire culturelle, plurielle, des modes de production, de circulation et de gestion des dispositifs internationaux de communication et d'information. Donc, c'est un peu si on parle, il dit tout projet de construction d'une histoire culturelle, plurielle, des modes de production, de circulation, de réception, c'est un peu le projet de son propre parcours, le projet de sa vie intellectuelle et de tous ses investissements personnels. Je vais passer à la deuxième partie. Ça va? Comme disent les so far so good, comme disent les Chinois. Bon, en guise de préambule de la deuxième partie, qui est consacrée à quelques ouvrages, du moins la mise en contexte de quelques ouvrages plus particulièrement, en guise de préambule, je laisserai d'abord la parole au jeune chercheur argentin Mariano Zarowski, qui a consacré une thèse sur la démarche d'Armand Matlar et dont on retrouve un fragment dans un article récent intitulé « Armand Matlar, un itinéraire intellectuel entre l'Amérique latine et l'Europe ». C'est un texte qui a été traduit et présenté par notre collègue Jacques Biot, là, du SEMTI, et publié en ligne dans la web revue des industries culturelles numériques le 1er novembre 2013. Donc, c'est assez récent. Il souligne d'ailleurs que le rôle de passeur, de médiateur entre les contextes géographiques et culturels divers que Matlar a pu jouer et joue encore. Donc, il insiste sur le rôle de passeur et de médiateur.
Je cite, « Le cas de Matlar est particulier et fascinant pour comprendre l'histoire intellectuelle et la sociologie culturelle venant aux processus internationaux de circulation des idées. D'un côté, il permet d'étudier les modalités particulières par lesquelles se sont matérialisés les processus d'influence intellectuelle allant d'Europe vers l'Amérique latine dans les années 60 et 70, mais aussi, d'un autre côté, il rend compte d'un processus inverse. Ainsi, suite à son retour en France, une série de marques caractérisant la latino-américanisation résultant de l'expérience andine de Matlar se sont clairement imposées dans son parcours, son activité et sa production intellectuelle. Je crois que c'était des mots intéressants pour faire le passage entre les deux contextes que maintenant je distinguerai en termes de production des ouvrages et qui correspondent également à des périodes socio-historiques spécifiques. Donc d'abord le Chili et plus largement l'Amérique latine, puis la France et l'Europe en général. Entre les deux, on l'a dit plus tôt, il y a une période de transition qui, comme une période, si on faisait un graphe, on verrait qu'il y a un chevauchement. Il y a une période de transition qui s'échelonne de près de 10 ans, pendant lesquelles l'expérience politique chilienne est encore extrêmement attrayante et pour cause, et qui coïncide également avec son insertion sociale universitaire qui se fait non sans certaines difficultés. Et dans ce contexte chilien, il y a des ouvrages dédiés aux problématiques propres à son champ d'expertise, qui est alors la démographie, et en raison de laquelle il était engagé à l'École de sociologie de l'Université catholique du Chili. Puis à partir de 1967, ses débuts plus formels dans le questionnement des médias dans ses rapports aux politiques. Donc, dès son entrée en fonction comme enseignant-chercheur, il mènera plusieurs études démographiques au sein de l'équipe du Centre de recherche sociologique de l'Université, travaux qui sont étroitement liés aux besoins des politiques sociales et de la planification territoriale. Cependant, je ne retiendrai ici seulement que 3 types. On fait toujours un cadrage, puis on oublie certaines autres réalités. Mais ici, je retiendrai tout simplement 3 titres particulièrement significatifs de la courte carrière de Matlar à titre de démographe. Il a dit lui-même, ça a commencé en 62, ça s'est arrêté en 67, et j'ai été démographe pendant 5 ans. Donc, je ne le contredirai pas. Je retiens les premiers ouvrages, parce qu'il s'agit pour l'un du tout premier livre écrit avec son compagne Michel Matlar, donc symbolique, et qui porte sur la problématique du peuplement latino-américain. Paru aux éditions universitaires à Paris en 1965, il constitue une observation de l'état et des mouvements de la population contemporaine, en leur donnant une profondeur historique que cache l'enfouissement dans les chiffres, comme disait-il. Déjà s'exprime pour l'un et l'autre ce net désir de l'histoire qui n'aura de cesse de répercuter dans leurs ouvrages subséquents. La seconde étude, publiée uniquement en espagnol, et écrite également avec Michel Matlar, est de nature ethnographique et a pour objet la situation des femmes des classes populaires dans les zones urbaines et rurales du Chili. Cette étude exploratoire comportait entre autres un volet sur l'usage de ces femmes, que ces femmes faisaient plutôt des médias. Donc on voit déjà de la communication dans la démographie, ou du moins certaines préoccupations par rapport à l'usage et la réception des médias auprès notamment de ces femmes à l'occasion de cette recherche. Puis je soulignerai cet ouvrage charnière. Ça, je pense que c'est quand même si c'est un ouvrage en démographie, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que je pense qu'effectivement c'est un ouvrage tout à fait charnière, publié aux éditions universitaires en 1967, intitulé « Géopolitique du contrôle des naissances ». Dans ce livre, Matlar replace les débats sur l'explosion de la population en mettant en évidence les intérêts et les groupes d'intérêts sous-jacents qui s'affrontent à ce moment autour de l'idée de politique de contrôle de la population. Il passe alors au crible les rapports des séances des grandes conférences et les diagnostics émis depuis les diverses agences de système des Nations Unies sur le besoin ou non de légitimer une telle politique. Il avait entrepris cette recherche en 1965, au moment où les pressions deviennent de plus en plus fortes en faveur d'une assistance technique dans le domaine. C'est alors l'ordre du jour des discussions à l'Organisation mondiale de la santé, à la FAO et à l'UNICEF. Matlar utilise le terme géopolitique en référence à l'ouvrage du Brésilien Josué de Castro, médecin, à la fois géographe et anthropologue, intitulé « Géopolitique de la faim », un livre paru en 1951 sur les inégalités criantes, leurs causes et les conséquences au niveau de la planète, et dont la lecture avait entre autres convaincu Matlar de partir pour l'Amérique latine. Dans son ouvrage « Géopolitique du contrôle des naissances », Matlar retrace la géopolitique telle qu'elle s'exprime dans les grandes organisations internationales et les conceptions sous-jacentes à ces positions divergentes.
Bref, il analyse comment il s'agit d'une vision du monde et de son devenir qui reflète des politiques démographiques. Et à travers elle, c'est une interrogation sur les politiques de diffusion et d'innovation comme stratégie de communication. Ce qui l'intéresse, c'est l'aspect macro-structurel, c'est-à-dire comment finalement la façon d'aborder la question de la population est en phase avec une idéologie du développement mise de l'avant par les fondations américaines et l'USAID dans le cadre de l'Alliance pour le progrès. Rappelons que cette Alliance pour le progrès a été mise sur pied par l'administration Kennedy en vue d'empêcher la propagation du modèle cubain et qu'elle prévoyait un resserrement des relations avec les pays latino-américains à travers des plans d'assistance économique et militaire, mais aussi l'obligation d'opérer des réformes, notamment dans les domaines agraires et éducatifs. Matlard confronte finalement sur le terrain l'approche instrumentale qui caractérise la conception univoque du tandem développement-modernisation et leur corollaire, cette fameuse, la dite théorie de la diffusion, des innovations ou diffusionnisme. Une thèse chère aux sociologues de l'innovation, dont Everett Rogers en tête de liste. C'est un paradigme de changement social qui, à l'époque, est également à l'œuvre dans les stratégies d'alphabétisation et de la vulgarisation des techniques agricoles, comme je le disais. L'introduction d'idées innovatrices de techniques modernes dans une société attardée est, pense-t-on, présumé porter nécessairement le changement social et une évaluation du revenu par capita. Un mythe techno-déterministe qui réduit le sujet du changement à un rôle de client. Le mot-clé, c'est le paradigme du changement. Un paradigme emprunté à une conception mathématique de la communication qui renvoie à une linéarité de l'histoire du progrès et de la modernité. C'est cette même théorie à laquelle s'est attaqué le pédagogue brésilien Paulo Freire, telle qu'elle s'incarnait à la même époque dans le secteur de l'alphabétisation. À propos de son analyse, il dira, et je cite, « Même si je n'avais pas à ce moment-là, en termes aussi clairs, l'idée de ce que recouvrait le concept d'idéologie, j'avais l'intuition, mais pas encore les outils. À ce moment-là, je n'étais pas encore à même de mesurer sa réelle portée. Je l'ai découvert que progressivement, au rythme de ma prise de conscience politique, couplée avec des lectures de textes dont j'ignorais alors jusqu'à l'existence même. C'est plus tard, en décortiquant la pensée de l'ouvrage du pasteur Thomas R. Malthus, que j'ai commencé à deviner ce qu'était une idéologie et son rôle dans la biogéopolitique. C'est là que je bascule carrément, bon, je mets carrément, c'est moi, de la démographie à l'étude de la communication. On l'a déjà évoqué, la première de ces études, la communication de masse, sera consacrée à l'aide des outils sémiologiques de l'époque, notamment à travers les lectures de Bâle, Crémias et d'autres, à la dissection discursive du quotidien El Mercurio, qui avait mené une campagne particulièrement virulente contre le mouvement étudiant, ayant occupé l'université en mai 67 pour protester contre la gestion autocratique de l'établissement, déjà un an avant mai 68. Donc. Et pour donner une certaine épaisseur à l'analyse contextuelle qu'il faisait, il déconstruit aussi la structure du groupe de presse auquel celui-ci appartient, ainsi que ses relations avec les grandes agences de presse et les groupes de presse d'autres pays d'Amérique latine et des États-Unis. Cette étude préfigure celles qui suivront et qui auront comme contexte les luttes communicationnelles et culturelles qui se déroulent dans le sous-continent et qui caractérisent cette période de mise à jour des enjeux de l'internationalisation des systèmes de communication et des industries culturelles. C'est d'ailleurs à partir de cette période que s'amorce en Amérique latine la rupture avec la sociologie fonctionnaliste des médias importée des États-Unis, dominante jusqu'à là. Et sa contrepartie politique s'exprime dans le refus des stratégies de diffusion des innovations appliquées, non seulement dans une politique de planification familiale, mais aussi dans les réformes agraires, les plans d'alphabétisation. C'est également au même moment que se construit une autre vision des rapports internationaux dans le domaine de la culture et de la communication. La priorité va à la construction d'une théorie d'une pratique critique ayant pour thème l'éducation des cultures populaires, la lecture idéologique des textes médiatiques, l'analyse des structures de pouvoir, le questionnement du rapport de la communication aux stratégies d'émancipation. C'est en particulier ce qui démarquera les approches critiques latino-américaines de ce qui se passait alors en France, ou même ailleurs, où les analyses critiques des médias se confinaient davantage à l'analyse textuelle, laissant dans l'ombre les autres moments des processus de communication, comme il dit si bien. Distinction évidente aussi en regard des premières recherches critiques états-uniennes qui mettent l'accent pour l'essentiel sur le lien entre les systèmes de communication et le complexe militaro-industriel, ou bien sur l'hégémonie des groupes cinématographiques ou autres industries culturelles sur le marché mondial.
Je vous rappellerai ici l'ouvrage d'Herbert Schiller, de Thomas Gubach, dont j'ai parlé dans la première séance de ce séminaire, et qui caractérise à ce moment-là les premiers pas de l'économie politique critique de la culture et de la communication. Il y en a d'autres, mais je cite. Il faudra aussi se souvenir que parmi les retombées de la crise de mai 1968, il y avait aussi la promesse d'une double rupture. La première qui s'amorce avec la désoccidentalisation de la pensée et qui reconsidère les façons de concevoir les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. La seconde est celle de l'approfondissement de la critique de l'orthodoxie marxiste et le questionnement de la subordination de la superstructure à l'infrastructure, soit la base économique. Ce dogme déterministe justifie alors l'exclusion des problématiques de la culture et de la subjectivité dans les stratégies de changement social. Et au niveau théorique, il bloquait l'intelligibilité des processus de sens, de la culture et de l'idéologie. C'est d'ailleurs contre cette doxa qu'émerge un double projet de construction d'un champ critique autour de la culture et de l'idéologie et de la communication, les cultural studies d'une part, et de l'autre, évidemment, l'économie politique, la communication et de la culture. Parmi les analyses produites par Matlar à l'époque et dans le contexte du laboratoire chilien sous l'unité populaire, je m'en voudrais de ne pas dire un ou deux mots sur le Canard Donald, qui est probablement l'un de ses ouvrages les mieux connus, du moins en Amérique latine, avec pas moins d'une quarantaine de rééditions en langue espagnole. C'est un livre qu'il a écrit avec l'écrivain, je le rappelle, chilien Ariel Dorfman, alors professeur de littérature latino-américaine à l'Université du Chili, qui a été publié, finalement, le livre en 1973 par l'édition universitaire de Valparaiso. D'ailleurs, il avait été sorti à la veille ou presque des fêtes de Noël, comme les films de Disney aussi le sont. En dehors du succès qu'a connu ce livre, il faut le remettre dans le contexte de la lutte idéologique et au développement d'outils d'analyse pour la soutenir. Il faut aussi rappeler qu'elle faisait, et ça, moi, je pense que c'est un aspect très important qu'au-delà du livre que nous avons entre les mains, il faut voir aussi à quelle demande sociale correspond ce bouquin. Donc, il y avait deux demandes sociales précises. La première provenait des lycéens désireux de comprendre ce qu'est l'idéologie au quotidien. Les propos des auteurs n'est pas d'étudier comment ces textes sont reçus par ces jeunes lecteurs, mais de répondre à une interrogation née de leur propre pratique assidue de ce produit culturel emblématique de la naturalisation des rapports impériaux avec les peuples subalternes. La seconde demande émanait des ouvriers qui devaient continuer à imprimer sur les presses de Kimantu les comics de Walt Disney en vertu du pacte de garantie constitutionnelle. Donc, même les presses de Kimantu devaient imprimer. Il n'y avait pas de censure, absolument aucune de ce qui pourrait y être imprimé. Ces ouvriers n'étaient pas dupes de l'orientation partisane, finalement, de ces comics, et vivant la contradiction à la fois d'être dans une société et même dans une structure progressiste, tout en ayant à imprimer des comics qui étaient détournés pour s'opposer, finalement, dénaturer, grosso modo, le gouvernement Allende. Donc, produit allégorique d'un mode de vie, cette série de bandes dessinées incarne une vision du monde à l'opposé du projet de société, d'égalité et de justice sociale dans lequel le Chili s'était alors engagé. Le livre met en évidence les représentations des réalités du tiers-monde perpétuées par les aventures destinées aux enfants et dont de l'apparente innocence donne à croire qu'elles transcendent l'idéologie. Or, c'est pas le cas. Or, ce que le décryptage idéologique met à jour, ce sont les relations de ces héros avec les autochtones des contrées lointaines qui sont emblématiques d'un type de rapport illégal et ethnocentrique, reconduisant ainsi la mythologie du peuple enfant, aussi vieille que la conquête des Amériques. Donc, on peut comprendre l'importance que ce livre pouvait avoir comme reprise d'un certain nombre de critiques sur la dépendance de l'Amérique latine. Interrogé à propos de cet ouvrage, Matlar dira, et je cite, « Même si aujourd'hui il est inscrit au programme des post-colonial et des cultural studies, de littérature des sciences de la communication, dans nombre d'universités anglo-saxonnes et latino-américaines, ce livre n'est pas proprement dit un essai académique. C'est avant tout un manifeste conçu à la chaleur du processus que nous vivions. Il porte donc la marque du contexte de sa production. » L'intérêt que suscite le livre à sa sortie sous toutes les latitudes correspond certainement à une période où la tension géopolitique, s'exprimant notamment à travers la critique de toute forme d'impérialisme,
se développe et touche également les secteurs de la culture et de la communication. Une fois exilé en France, donc le deuxième contexte, une fois exilé en France, on l'a vu précédemment, Matlar produira une série de recherches commanditées pour la plupart qui sont finalement publiées et détournées de leurs objectifs initiaux. Je ne reviendrai pas sur ces ouvrages, ce n'est que pour dire qu'ils constituent tout de même un corpus d'analyse qui, chacune à leur manière, contribue à l'exploration des diverses facettes d'internationalisation des systèmes de communication, des télénovelas au marché publicitaire, en passant par le service public aux prises avec la déréglementation ou, finalement, l'impact des nouvelles technologies médiatiques. Je voudrais toutefois m'attarder un instant sur l'anthologie en langue anglaise intitulée Communication in Class Struggle, dont Armand Matlar et Seth Sigulov entreprennent la confection en 1975. Seth Sigulov était lié à ce moment-là au milieu artistique new-yorkais et militant contre la guerre du Vietnam, et il s'était installé à Bagnolet depuis peu, et avait commencé à éditer une série d'ouvrages sur la recherche critique dans le champ de la culture et de la communication, dont entre autres celui du chercheur Yves Grenouillois, Yves de la Haye, avec son livre Marx and Engels of the Means of Communication, donc, qui était paru en 80. Pour la petite histoire, Seth Sigulov avait été l'éditeur pour la traduction en langue anglaise du Canard Donald. Cette anthologie est composée de 2 volumes qui se complètent d'un point de vue éditorial. Le premier, intitulé Capitalisme et impérialisme, est consacré à la formation des systèmes de communication hégémoniques qui présentent des réflexions et travaux de recherche indispensables des auteurs pour une analyse marxiste du fonctionnement et du rôle de la communication en système capitaliste. Des seconds, Libération socialiste, et le second volume est Libération et socialiste, est composé d'analyses de témoignages sur de multiples luttes pratiques de résistance et de communication populaire dans la presse, la radio, le cinéma, le théâtre, l'édition, les arts, dont l'émergence est liée à des processus de mobilisation et de transformation sociale historiquement situés, tant dans les pays du centre que de la périphérie. L'élaboration de cette anthologie est contemporaine des travaux de Raymond Williams, précurseur des Cultural Studies britanniques, qui, à partir d'une révision du marxisme, cherche à construire un cadre conceptuel qui permet de penser la communication et la culture depuis ses conditions matérielles. Matlar jette déjà en quelque sorte les bases de son programme de généalogie critique des théories et pratiques fondatrices des problématiques communicationnelles qui se poursuivra par ailleurs dans sa trilogie historique. Chaque volume est composé d'une 60aine de textes, donc d'origine socio-historique, linguistique, géoculturelle très variée. Certains ont signé d'auteurs connus comme entre autres Bourdieu, Habermas, Escarpit, Lefebvre, William ou Brecht, pour nommer ceux-là. D'autres sont issus de centres de documentation de littérature grise, comme par exemple ceux des correspondants ouvriers dans l'Angleterre des années 20, le mouvement des photographes populaires dans l'Allemagne de Wehrmacht, ou encore sur le mouvement des médias communautaires au Québec. On y trouve des auteurs individuels, mais aussi des textes collectifs, comme ceux des étudiants des Beaux-Arts en mai 68, du mouvement Science for the People ou de l'Internationale communiste. Donc, l'ouvrage ne présente pas seulement des textes universitaires, mais aussi des contributions d'organisations en lutte, des doctrines et des théories révolutionnaires, portant toujours sur la communication, l'information et la culture. Sans oublier évidemment l'idéologie, avec Marx, Engels, Gramsci, Lénine, Trotsky, tout un programme de lecture. C'est ces deux volumes-là. Je pense que ça constitue presque 1000 pages de textes. Beaucoup de ces textes ont été traduits en anglais pour la première fois à cette occasion. Et malheureusement, c'est pas fait en français. Chacun des 2 volumes est précédé d'une longue introduction que Matlar a rédigée, qui, tout en situant l'apport de ses diverses contributions à une théorie critique de la communication et de la culture, et propose la poursuite d'un véritable programme de recherche. D'ailleurs, Mariano Zarowski a traduit en espagnol l'introduction de ces deux volumes-là. Donc, la citation de Bertolt Brecht, extraite d'un discours prononcé en 1937 au 2e Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui figure en en-tête de l'introduction du premier volume, résume bien la perspective du projet de Matlar de Sigulov. La culture, je cite, trop longtemps défendue avec les seules armes de l'esprit, mais attaquée avec des armes matérielles, elle-même chose non seulement spirituelle, mais aussi, et même surtout matérielle, doit être défendue avec des armes matérielles. Le premier volume est sorti en 1979, le second en 1983. Un 3e volume avait été mis en chantier, et là, on reste un peu sur notre fin, malheureusement, a été mis en chantier à la fin des années 80, peu avant la chute du mur de Berlin, sur l'émergence de nouveaux sujets sociopolitiques, toujours à travers le prisme de la communication et de la culture.
Les textes étaient déjà sélectionnés et traduits. Il s'agissait d'une quarantaine de travaux sur les questions théoriques concernant le statut du populaire, la subjectivité, les intellectuels confrontés au postmoderne, sur la formation des nouveaux sujets sociaux dans le rapport à la démocratie, les identités et l'internationalisme. Et enfin, autour de la construction d'une politique à la lumière des changements affectant la culture et l'univers technologique. Les textes étaient publiés chez Jameson, Foucault, Guattari, Dahlgren, Laclau, Kerner, etc., Thomson, Smythe, Lefebvre, Maurice, etc. Et certains auteurs, finalement, d'Amérique latine, Santoro, Martin Barbero, Garcia Ganglini, etc. Donc, des contributions de chercheurs et aussi des contributions de chercheurs ou de militants d'Asie et d'Afrique. Mais la maison d'édition, malheureusement, a dû saisir ses activités et a mis fin au projet de publication de ce 3e volume, encore que c'était un autre beau programme de lecture. Bon, je vais prendre une petite gorgée et je vais entonner ma 3e partie et la dernière partie. J'aimerais bien quand même qu'on ait le temps d'un peu de discuter, d'échanger, parce que probablement qu'il y a des gens qui connaissent aussi bien, sinon mieux, les ouvrages de Matelar que moi. Donc, dans les textes publiés en espagnol au cours de la première année de l'unité populaire, Matelar se réfère aux controverses sur la place de la culture qui ont marqué les premiers moments de la Révolution d'octobre 1917, cherchant à cerner, à comprendre quels étaient les conflits et la tension qui avait émergé dans cette période de transition au socialisme. Ce fut en fait une période assez courte, mais de grande effervescence intellectuelle à laquelle mettra brutalement fin la cession au pouvoir de Staline et les purges qui s'ensuivront. Il me disait à ce propos de l'utilisation de ces textes, et je cite, « J'ai pensé pouvoir trouver matière à ma réflexion. N'était-ce pas une période où semblait encore possible d'autres placer? Loin de moi, évidemment, d'établir une quelconque ressemblance entre ce moment historique et la dite voie chilienne au socialisme. Mais la lecture ou la relecture des écrits polémiques de Léon Trotsky sur la vie quotidienne et l'art, de Lénine sur la presse et les réseaux de correspondants ouvriers, d'Anatoly Lunacharsky sur le théâtre ou d'Alexandra Kollontai sur la libération de la femme, m'ont aidé à me positionner sur la question éminemment conflictuelle de la place de l'art, de la culture, de la littérature et de la vie quotidienne dans la pensée marxiste. Pas n'importe laquelle. Dans une situation où elle se matérialise plutôt dans une politique. Ce qui m'intéressait à travers ces auteurs, c'était de voir comment ils abordaient les tensions entre les intellectuels et artistes et le projet collectif. On commençait alors à entrevoir au Chili les enjeux du débat autour du rapport de ces catégories avec le projet de l'unité populaire. Et j'en étais partie prenante. Dans mes échanges avec les journalistes et les écrivains, mais aussi mes collègues universitaires. Cette question centrale sur le rôle des intellectuels, définie dans un sens large, ne cessera d'ailleurs par la suite de m'habiter. Et dans sa formalisation plutôt, la théorie gramscienne remplira sans doute la fonction de révélateur. Fin de la citation. Donc, je me suis permis de citer plus longuement Matelar sur cette question, car il nous permet de mieux comprendre le contexte sociopolitique dans lequel il évoluait, mais aussi pour saisir sa vision du travail de l'intellectuel et de son engagement politique. D'ailleurs, les 2 ouvrages avec lesquels je voudrais terminer cette présentation participent de ces débats d'idées amorcés sous l'unité populaire et de cette théorisation matérialiste et dialectique des rapports d'hégémonie et de résistance par et dans la culture et les communications. Mass Media, Idéologie et mouvement révolutionnaire, Chili 1970-73, paru chez Anthropos en 1974, fait état d'une réflexion sur les médias au Chili à divers moments de la période du gouvernement de l'unité populaire. Donc, rappelons-le, 1970-73. Comme Matelar l'explique dans l'introduction ayant pour titre « Pour comprendre politiquement les médias », réponse à « Pour comprendre les médias » de McLuhan, on s'entend qu'il y avait un clin d'œil là. L'objectif original de ces textes se veut une contribution à la discussion sur le rôle de la communication de masse dans la lutte idéologique, en proposant un ensemble d'idées dans le flux du processus, débattues dans les discussions d'équipe avec les travailleurs de la presse, de la radio et de la télévision, et diverses organisations de masse. Matelar insiste d'emblée sur le fait qu'il n'a pas voulu, et effectivement on le retrouve là-dedans, n'a pas voulu enlever à ces notes leur caractère de document de travail militant. Celle-ci se voulant le témoignage d'étapes parcourues dans ce processus de questionnement. Et c'est ça qui en fait une valeur à la fois politique et historique. Ce livre est composé de 4 textes, d'abord publiés en espagnol, puis traduits en français, parce que
Le premier texte, Communication des masses, est un rapport rédigé entre novembre 1970 et avril 1971, qui dresse un tableau des rapports de force dans la lutte idéologique, la polarisation sociopolitique, des répercutés par le contrôle des médias de communication de masse. Un deuxième texte, c'est Rupture et continuité dans la communication, point pour une polémique, est un rapport rédigé en collaboration avec Michel Matlard au cours des mois de janvier et février 1972. C'est très précis, des textes, vous pouvez aller le lire, c'est très précis et c'est dans le processus, effectivement, de réflexion et d'action, dans lequel les auteurs, finalement, reviennent notamment sur les difficultés, voire l'incapacité de la gauche d'envisager un mode d'alternative de communication, distinct du modèle de l'agit-prop ou cohérent avec le schéma de relations verticales à l'intérieur des partis de masse. Le chapitre Mass Média et lignes de masse de la bourgeoisie questionne, quant à lui, les modifications que la bourgeoisie chilienne a alors apportées à ses modèles traditionnels de presse pour les adapter à la ligne de masse, qui a constitué l'axe de son offensive contre les forces populaires. D'ailleurs, dans le film La Spirale, c'est un aspect qui est extrêmement bien documenté et bien expliqué. Et enfin, presse et lignes de masse dans les cordons industriels de Santiago. Et là, on a vraiment un document forme de témoignage, présente des entretiens avec des ouvriers des secteurs industriels qui s'étaient donné leurs propres moyens d'information, essayant de combler le vide laissé par la presse traditionnelle de gauche dans le champ de la bataille idéologique. Donc, de nouvelles alliances à la base au niveau de l'usine, du quartier, de l'organisation de la vie quotidienne, avaient alors donné naissance à des formes embryonnaires de pouvoir populaire et par conséquent à la création de moyens de communication correspondants. Donc, évidemment, toutes ces initiatives se sont interrompues très brutalement avec les coups d'État. Tandis que Multinational et Système de communication, publié chez Entrepos en 1976, est un livre en droite ligne des recherches que Matlard avait commencé sur les multinationales et au rapport à l'industrie de la culture et de l'information dans 2 ouvrages édités en Amérique latine. Agression desde Espacio, puis ensuite, l'autre, c'était la Cultura como Empresa Multinacional. En espagnol, les accents sont très bien mis. Ça fait rien. Vous avez une petite idée de ce que ça repose. Donc, oui, c'est ça. C'est une recherche dont l'objet, explique-t-il dans l'avant-propos, était et je le cite, de préciser les contours de l'offensive idéologique des classes dominantes dans cette étape d'accumulation internationale du capital, de saisir la mobilité de ses agents et de déterminer les passations de pouvoir qu'exige la phase actuelle. Quel type d'appareil idéologique accompagne le phénomène de la multinationalisation? C'est le premier livre qu'il publie en français spécifiquement sur la communication internationale. Dès le début, avant même qu'il ne sorte dans les librairies, il a l'intuition que l'analyse n'est guère en phase avec les représentations que la majorité de la gauche française se faisait de la culture, de la communication et de l'international à cette époque. Le démontage des rapports de force à l'œuvre dans les systèmes techniques de communication décontenançait, dit-il, un peu, d'autant plus qu'il s'agissait d'une étude empirique construite à partir de sources ouvertes et multilingues. D'ailleurs, on retrouve, il m'en parle très bien là-dessus, c'est que, effectivement, il y avait comme une sorte oui, c'est ça, il y avait un peu une surprise par rapport à ce qui pouvait être évoqué dans ce livre. De la presse, et puis finalement, ici, c'est décontenant aussi d'autant plus qu'une étude empirique construite à partir de sources ouvertes et multilingues. Ce qu'en France, on n'a pas nécessairement, auquel on n'est pas tellement habitué. De la presse économique aux revues sur l'aérospatiale jusqu'aux publications des institutions militaires. Donc, tout y passait. L'expansion fulgurante des technologies de l'information et de la communication a suivi les militaires dans les décennies suivantes démontrera pourtant que l'état des lieux qui pouvait apparaître apocalyptique dans les années 70 était bien en deçà de celui que Matlard présentait alors, effectivement. C'est à travers cette recherche que Matlard établira des liens avec des chercheurs de l'Université de Grenoble, comme Bernard Miège, et de l'Institut national de l'audiovisuel de l'époque, comme Patrice Fichy, qui commençait à s'investir dans l'étude des industries culturelles et à jeter en France les bases d'une économie politique, de la culture et de la communication. Finalement, pour comprendre ces derniers travaux produits au Chili, il faut bien saisir le contexte socio-historique et géopolitique de l'Amérique latine durant la période des années 60-70, et surtout les courants de pensée dans le secteur de la communication, tels qu'ils se développent particulièrement aux États-Unis, qui sont importés en Amérique latine.
On a déjà parlé de la sociologie fonctionnaliste et notamment de la théorie du fusionnisme. Ça, c'est une chose. Et il faudrait évoquer aussi les études qui se sont institutionnalisées dans le champ spécifique de la communication internationale, dont parle la Darfel, Étienne de Salopoul, Daniel Lerner ou les Bergefran, pour nommer ce que ceux-là, sont les principaux représentants. Ces recherches administratives sont alors continuées par le contexte de la guerre froide et ont des visées essentiellement opérationnelles en lien avec la propagande de la guerre psychologique ou encore font partie de ces études sur les conditions culturelles, économiques et politiques du comportement insurrectionnel et stratégies de communication pour y faire face. Il faut également tenir compte de la situation géostratégique du Chili en Amérique latine et les velléités des États-Unis de contrôler le continent, sur fond de guerre froide, de peur de la multiplication d'autres Cuba, en comptant sur les acteurs, notamment de la communication. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le premier complot en vue d'empêcher le président élu d'assumer son mandat a été concocté en octobre 1970 par la firme de télécommunications ITT, International Telegraph and Telephone, de concert avec les agences de renseignement des États-Unis et un secteur de l'extrême droite chilienne. Sans omettre les campagnes de presse orchestrées tout au long des 3 ans du gouvernement Allende, donc durant et contre le gouvernement Allende, par l'agence United Press et les grands quotidiens des États-Unis d'Amérique latine réunis dans la Société intra-américaine de presse, créée par le département d'État au seuil de la guerre froide et dont le propriétaire du groupe El Mercurio était le président en 1970. Donc, vous voyez, tout est bien imbriqué. Par ailleurs, il faut se souvenir de l'espoir que constituait l'avènement du gouvernement d'unité populaire en termes de démocratisation de la communication. En fait, l'expérience chilienne a déclenché, bien au-delà de ses frontières, une prise de conscience de la dimension globale du système transnational de communication et de la nécessité de rééquilibrer les flux des échanges asymétriques. Le Chili ACG était devenu un véritable laboratoire, c'est pour ça qu'on l'appelle le laboratoire chilien d'une entreprise, dans le domaine de la communication, bien sûr, comme dans les domaines politiques, sociaux et culturels également. Enfin, notons l'analyse déjà existante des rapports de force dans l'Amérique latine face à ce qui était alors nommé impérialisme culturel, dont la figure dominante sont à l'époque les États-Unis. Un concept qui n'est pas né d'emblée, j'en ai glissé un mot lors de la première séance, ce n'est pas un concept qui est né d'emblée comme un construit intellectuel, mais a surgi comme un cri de révolte face au déséquilibre tangible des échanges entre le centre et la périphérie et les rapports de force dans les domaines de la culture et de la communication. Il constituait davantage un manifeste et appelait à la construction de stratégies de résistance en prise avec la démocratie directe. D'ailleurs, la notion d'impérialisme culturel a longtemps cristallisé, pour ainsi dire, un ensemble de réflexions critiques de l'internationalisation des systèmes de communication, réflexions auxquelles ont largement contribué les ouvrages de Matlar dans sa période chilienne et qui, à l'instar dans les Refèvres qui proposaient une pensée globale du social, Matlar proposait une pensée globale de la communication et de la culture. Pour conclure, je pense qu'il est quand même assez temps. Pour conclure, je reprendrai encore quelques mots de Matlar qui caractérisait la perspective de lutte idéologique dans laquelle il a évolué tout au long de ce parcours et qui en a fait un homme des frontières. Un homme des frontières entre la théorie et la pratique, le travail scientifique et l'engagement citoyen, entre l'histoire et le temps présent, entre le local et le global ou le transnational, entre la culture, la communication et le politique, voire entre des mondes disciplinaires multiples. Je cite, « Il n'y a pas de théorie qui soit en lévitation par rapport à la société et ses enjeux de pouvoir. Toute théorie sociale renvoie un projet ou un modèle d'organisation des rapports sociaux. C'est en ce sens que les théories participent d'une bataille idéologique. La lutte pour la conquête de l'hégémonie sur un champ de savoir par tel ou tel courant ou école déborde donc largement le précaré académique. » Voilà, je termine sur ces mots en vous remerciant de votre aimable attention.